Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Avant que je n'oublie, il faut que je vous rappelle que aujourd'hui, jeudi 11 à 11 heures, eh bien, j'aurai l'énorme plaisir, l'immense plaisir avec mes copains Alexandre, Tom et Fabien de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Retour de l'exubérance irrationnelle, ce sera l'objet, en fait, l'occasion d'étudier deux choses, hein, les fondamentaux et l'analyse technique du CAC 40, du Nasdaq, du Dow Jones, de l'euro-dollar, de l'or. Vous pouvez retrouver hein, les éléments qui seront étudiés. Et également de vous parler de cette innovation de IG qui est le Turbo 24 et qui a été créé pour trouver une solution au problème des CFD, puisque comme vous le savez, hein, les CFD présentent souvent la caractéristique des produits maison. Et là, le Turbo 24 n'est pas un produit maison, c'est un produit qui est listé, qui est coté, donc il ne peut pas être manipulé et surtout, il ne peut pas faire l'objet de sorties intempestives lorsqu'il n'y a personne sur les marchés, puisque si vous êtes investi en Turbo 24 qui cote donc 24 heures sur 24, mais que vous êtes sorti par une mèche félonne, par exemple, et alors même que les marchés sont fermés, hein, par exemple le CAC 40, eh bien, vous n'êtes pas véritablement sorti, vous êtes en quelque sorte ressuscité à l'ouverture du marché si la mèche était, on va dire, illégitime. Je vous invite vraiment à regarder comment on trade avec les Turbo 24, ça pourrait être le chaînon manquant de votre trading. Je vous dis donc à tout à l'heure 11 heures et puis vous pourrez poser des questions. On revient au CAC 40 avec une baisse, vous ne rêvez pas, hein, 0,36%. Pourquoi? Oh, je ne sais pas. Rien ne justifiait une baisse qui a pu atteindre même plus de 1%, puisqu'au pire de la séance, on a perdu... non, je dis des bêtises. C'est par rapport au plus haut. Entre les plus hauts et les plus bas, on a perdu 1,2%, donc une amplitude assez importante. Et au pire de la séance, on a perdu 0,7%, on termine à 0,36%. Mais encore une fois, pas de mauvaises nouvelles en particulier, hein, si ce n'est le fait que les traders en veulent toujours plus pour justifier le passage en force de cette résistance qui est colossale. C'est une résistance journalière et hebdomadaire. Et dans un contexte où certes il n'y avait pas de mauvaises nouvelles, mais pas non plus d'excellentes nouvelles, eh bien les plus prudents ont décidé de guerre lasse, de prendre des profits. Hein. Et la séance du jour acte trois choses graphiquement. La première des choses, c'est que oui, il faudra faire avec cette résistance journalière. Oui, il faudra faire avec cette résistance hebdomadaire. Et ce gap, enfin, pourrait bien être un gap d'essoufflement. Alors, le gap d'essoufflement est marqué par le fait qu'il est comblé rapidement. Ça laisse ça laisse deux possibilités. Hein. Soit le gap commun, un gap qui serait comblé rapidement et qui finalement annoncerait la formation d'un canal de latéralisation, mais avec toujours le risque qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement qui mette fin finalement à la tendance en cours. La tendance en cours étant haussière, ce comblement de gap pourrait bien effectivement annoncer de manière statistique soit une latéralisation comme ça, soit une tendance baissière. Bon, tout ça c'est purement statistique, mais en tout cas c'est dommage qu'on l'ait comblé. Et on va alléger un petit peu le gap. Ce qui m'inquiète le plus dans le contexte actuel, c'est qu'on a échoué à rallier la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc je vous la remets parce que maintenant ça semble quasiment acquis. Le problème, c'est que vous le savez, dans plus de cas que l'inverse, on va chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif. Dans près de 70 à 80% des cas, on va chercher la médiane. On n'est pas allé chercher la médiane. Et là, vraiment, vous voyez, on est à plus de 2% maintenant. Donc, il y a peu de chances, sauf très bonne nouvelle, pour qu'on aille le chercher. Et le problème, c'est que, voilà, on est clairement à 1,7%. Et ça va encore s'échapper demain. Hein. Et le problème donc c'est que si on va pas chercher la médiane avant de sortir de la fourchette, normalement ça veut dire rendez-vous sur la demi-droite 1,3.
qui est ainsi. Donc vous voyez, si on prend la... Moi, je ne veux pas tirer de plan sur la comète non plus, mais ça semble quand même se précipiter, cette histoire. Ça voudrait dire la possibilité d'aller perdre l'équivalent de 4%. J'insiste, rien n'est sûr en analyse technique, tout est probabilité et simplement probabilité, mais sachez en tout cas que si on sort de la fourchette d'Andrews, il y aura vraiment de fortes chances pour qu'on aille chercher le bas de la fourchette, enfin la demi-droite 1,3 avec un retest du support journalier et hebdomadaire. À suivre donc. Nous avons également dans ce genre de situation intérêt déjà à tracer les Fibonacci, c'est-à-dire que si on prend toute l'impulsion de hausse à laquelle on a assisté, si on est parti pour une consolidation, il faut savoir que les traders aiment bien rentrer sur le niveau de Fibonacci, c'est-à-dire qu'ils regardent de près les 23,6, les 38,2, les 50, etc. Si on est bien parti pour une consolidation, comme on peut le craindre suite au comblement du gap, ça voudrait dire un potentiel de baisse immédiat à 0,6% pour demain. Et si on va chercher les 38,2%, pourquoi pas même 1,44% à suivre également. Il y a de fortes chances pour que le gap ici soit testé. Donc à minima, je dirais un retour sur les 23,6 avec une mèche pour aller tester le gap, on verra. C'est également l'occasion de regarder ce qui se passe au niveau du price action comme d'habitude. Alors là encore une fois, c'est pour ça que on utilise avec bonheur plusieurs formes de price action parce que ça permet de compléter les messages et au moins de les relativiser. Là, on a une bougie qui est très vilaine puisque 1, elle est rouge, c'est-à-dire que la pression intrinsèque est baissière. 2, elle n'a pas de mèche haute, c'est-à-dire qu'on a fait les plus bas en début de séance et après ça a été la débandade. Et puis, on termine plutôt dans le tiers baissier. Mais quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'Aiki Nashi, c'est pas aussi simple que ça, puisque comme vous pouvez le voir, l'Aiki Nashi ne donne pas une bougie baissière, il donne une bougie d'hésitation. Donc, vous voyez, une bougie comme ça, avec une mèche haute, avec une mèche basse, avec un corps comme ça, pas comme les précédentes bougies qui n'avaient pas de mèche basse. Donc ça, c'est pas une bougie baissière, encore une fois, c'est une bougie de temporisation. Vous remarquerez que pour le coup, les chandeliers japonais ont été plus pertinents que l'Aiki Nashi. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, puisque hier, on avait une bougie Aiki Nashi très haussière avec cette bougie sans mèche basse, et aujourd'hui, ça nous a pas empêché de perdre du terrain. En ce sens, les chandeliers japonais étaient plus pertinents, puisque comme vous pouvez le voir, les deux bougies qui ont précédé la séance d'aujourd'hui étaient des bougies plutôt d'hésitation avec des clôtures plutôt dans la partie neutre, voire baissière de la bougie. Donc voilà, c'est pour ceux qui voudraient complètement substituer au chandelier japonais l'Aiki Nashi, c'est bien de savoir les utiliser tous. Alors, regardez maintenant les éléments techniques. La moyenne mobile à 20 jours est toujours ascendante au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante, les cours sont au-dessus. On a eu un autre croisement aussi fort, on en a parlé. Et en ce sens, certains vont sans doute tenter de rentrer à bon compte pour profiter du résultat du backtest qu'on a étudié hier. En tout cas, pour l'instant, on est au-dessus d'une M7 qui monte, donc la tendance de court terme est haussière. La tendance de fond est également haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte et la tendance de long terme donnée par la M200 est également positive puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Les bandes de Bollinger ne disent pas grand-chose si ce n'est qu'elles se mettent en parallèle horizontale, donc ça veut dire plutôt absence de tendance. Alors, ce que je voudrais backtester avec vous aujourd'hui, c'est le signal qui est délivré par le CCI. Alors, ça va répondre à une question particulière à laquelle je donnerai sa place un petit peu plus tard. Pour l'instant, ce que je voudrais vous montrer, c'est le CCI qui est sorti de sa zone de surachat. Vous voyez, on était en zone de surachat, zone où les haussiers sont très fortement et de manière indiscutable en contrôle. Et là, le CCI vient de sortir de sa zone de surachat. Comme vous le savez, je ne fais pas trop attention à l'entrée en surachat ou en survente. Je fais beaucoup plus attention au moment où on en sort. Et voilà le backtest du jour. Donc, je vous rappelle que les backtests sont a priori valables pour tous les actions, les cryptos, le forex, toutes les unités de temps, à charge quand même pour vous de vérifier que c'est effectivement pertinent sur ce que vous vous apprêtez à trader. Vous n'avez quand même pas risqué votre argent durement gagné sur quelque chose qui ne fonctionne pas historiquement. En tout cas, je fais le pari que lorsque le CCI sort de sa zone de surachat, eh bien, on a plus de chances de clôturer en dessous de la M7 que de clôturer au-dessus du plus haut de la bougie en question qui nous a fait sortir du CCI.
Ok, donc c'est parti, je vais développer un petit peu. Je vous rappelle que ce que je vous dis n'a aucune validité scientifique puisque je n'ai que 22 occurrences. Ici, ce sont des signaux qui sont assez rares et ça ne suffit pas pour tracer, pour tirer des lois, mais ça vous donne quand même une vague idée. Donc dans cet exemple de backtest, on va regarder notre première occurrence. Alors deux choses. La première, c'est que j'ai pas tenu compte des fois où lorsque le signal a été donné et qu'il a directement donné lieu à un contact avec la M7, comme ici, vous voyez. Ici, on a passé, on a eu le signal sur cette bougie, là, et on a directement touché la M7. Donc en fait, j'en ai pas tenu compte. J'ai tenu compte uniquement des fois où le signal était donné et qu'on n'a pas encore touché la M7. Et deuxième chose, c'est un indicateur très versatile et nerveux, le CCI. Donc j'ai attendu quand même qu'on passe au moins 2 séances en zone de surachat avant de comptabiliser le signal. Par exemple ici, vous voyez, j'ai pas tenu compte de cette expérience, de cette occurrence, parce que on n'a passé qu'une seule séance en zone de surachat. Ok, donc c'est parti pour le backtest. Premier backtest, c'est ici. C'est un échec. Comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie ici. Croyez-moi sur parole, on n'avait pas touché, ça n'a pas touché la M7, donc j'en ai tenu compte. Est-ce qu'on a d'abord clôturé en dessous de la M7 ou est-ce qu'on a d'abord clôturé au-dessus de la bougie de signal? On a d'abord clôturé au-dessus de la bougie de signal, ici. Donc c'est un échec. Je vais prendre avec vous la prochaine occurrence. Elle est... c'est encore un échec ici, comme vous pouvez le voir. Signal donné sur cette bougie. Est-ce qu'on est d'abord allé chercher, on a d'abord clôturé au-dessus de la M7 ou clôturé au-dessus de la bougie de signal? On a d'abord clôturé au-dessus du bougie de signal, donc c'est un échec. Par contre là, c'est un succès, comme vous pouvez le voir. La bougie a donné son signal ici et on a clôturé en dessous de la M7 d'abord avant de clôturer au-dessus de la bougie de signal. Donc c'est parti pour le backtest. On en est à 2 échecs, une réussite. Encore un échec, encore une réussite, un échec, encore un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un autre succès, un troisième succès, un quatrième succès, un cinquième succès, un sixième succès, un septième succès, huitième, neuvième succès consécutif, un échec. Et c'est un phénomène assez rare, comme vous pouvez le voir. Un succès. Et je crois que c'est tout. Je me suis arrêté à 21 occurrences parce que je suis un peu pressé aujourd'hui, je ne vous cacherai pas, étant donné que je dois préparer et peaufiner surtout le webinaire de cet après-midi. En tout cas, ça vous donne quand même une idée, puisque sur les 21 occurrences, on a plus de 67% de chances d'avoir raison. Autrement dit, 2 fois sur 3, on a plus de chances donc d'aller clôturer en dessous de la M7 que de clôturer au-dessus de la bougie de signal. Alors, vous dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça, Trado? En fait, par exemple, j'en ai parlé parce que j'ai plusieurs copains traders qui ont initié des positions vendeuses, sur la résistance quand ils ont vu que ça passait pas. Et on parlait de la sortie, et ben ça m'a donné l'idée de ce backtest parce que finalement, clairement, ça veut dire qu'on peut attendre que l'on clôture en dessous de la M7 avant de sortir, en ce sens qu'on a plus de chances que de clôturer en dessous de la M7 que de clôturer au-dessus des 5717. Donc si vous avez la chance de voir ce signal sur vos spéculations à la baisse, eh bien vous pouvez avoir une idée de ce qu'il est probable qu'il se passe dans l'avenir. C'est vrai aussi pour les actions. Si vous avez un beau profit ou même si vous avez un petit profit et que vous demandez s'il est probable que ça baisse encore, ben voilà, il y a plus de chances d'aller clôturer en dessous de la M7 que de passer au-dessus des plus hauts de la bougie du jour. Ouais, j'espère que vous trouverez une place pour cet outil dans votre boîte à outils. On passe à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku s'améliore paradoxalement. Forcément, c'est calculé de manière mathématique, c'est pas véritablement si impossible à croire que ça.
Mais avec la séance du jour, on a d'une part la SSA qui continue de monter, donc ça confirme la bonne humeur du nuage, et également la Tenkin qui passe au-dessus de la Kijun. Néanmoins, la SSB est plate, donc le nuage est plat, donc la tendance de fond est neutre. La tendance de court terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte, et la tendance en général est neutre parce qu'on est au-dessus de la Kijun, mais c'est si elle plate. Attention à la distance à la Tenkan. La Tenkan, c'est comme un élastique, hein. Quand on s'éloigne trop de la Tenkan, il y a des forces de rappel, et c'est sans doute également ce qu'on est en train de payer actuellement. On termine avec les trades du jour. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, le gap qui a été refermé aujourd'hui correspondait au trade baissier qu'on avait mentionné hier, hein. J'avais expliqué qu'il fallait attendre de se rapprocher du résistance journalière et de viser la Tenkan. Bon, enfin, le gap, bon, je ne l'ai pas pris, hein, ce trade, hein, mais je sais qu'il y en a qui l'ont pris. Et donc, c'est l'option baissière qui a été gagnante. Néanmoins, maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez plusieurs solutions. Si vous pensez qu'on est parti pour une consolidation un peu marquée, au moins jusqu'au 23,6% de Fibonacci, je vais les remettre simplement pour mémoire. Là, le problème, c'est que vous n'avez pas un ratio gain-risque qui est fantastique, mais on risque d'avoir une petite progression demain. Donc, si vous voyez qu'on a une progression, vous pouvez très bien spéculer à la baisse en visant les 23,6% de Fibonacci à 1% de baisse. Si vous mettez votre stop loss au-dessus des précédents sommets à 0,8%, vous avez un ratio gain-risque qui est tout à fait potable. Si vous voulez acheter, comme moi, puisque je traite toujours dans le sens de la tendance personnellement sur ce format-là, j'attendrai un petit peu, ok. J'attendrai que je pense pas que les 23,6% suffisent, hein. Je pense que si on va chercher les 23,6, on aura besoin de combler le gap. Donc, je suis pas acheteur pour l'instant, mais ceux qui pensent que le gap sera pas comblé, eh bien, si on se rapproche du gap, voire qu'on le comble provisoirement, enfin en partie, on peut très bien acheter, viser un retour sur le précédent plus haut 1,45%. Si on met un stop à 1%, on est à la fois en dessous des 23, en dessous du gap, en dessous des 38,2%. C'est quelque chose qui n'est absolument pas absurde. Regardez, je vais mettre derrière la moyenne mobile à 20 jours. Vous voyez, donc ça, avec la M20 qui monte, ça peut être aussi intéressant. Ne perdez pas de vue, hein, tout ce qu'on a backtesté avant et qui militerait si c'était avéré que l'on descende pour finalement remonter après, hein. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir backtesté plus que ça. Encore une fois, 20, généralement je fais 30 occurrences, mais je file à mon webinaire. Je donne rendez-vous à 11 h jeudi pour ceux qui veulent être là en direct et poser des questions. Pour les autres, vous pourrez bien sûr revivre ça sur la chaîne YouTube de Vidéo Bourse. À demain pour la mise à jour.